Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, Opération Enfant Soleil octroie une somme de 23 207 $ au C3S du Rocher-Percé. Collecte de matériel informatique et électronique dans le cadre du Jour de la Terre sur le territoire de la MRC Rocher-Percé. Monsieur Alain Duguay nous sensibilise sur l'importance du don d'organes. Oui, grâce au don d'organes depuis le mois de mars 2011 que j'ai reçu, ça m'a permis de reprendre mes activités. Activité de financement pour la Fondation Michel Lenka. Effectivement, nous avons eu une réunion là-dessus et ça a été à l'unanimité que tous les chevaliers, que les grands chevaliers de chaque conseil allaient embarquer dans ce projet. On rencontre Mme Émilie Thériault qui nous parle de la table consultative jeunesse de la MRC du Rocher-Percé. On continue toujours d'être une table de concertation où on veut développer des projets pour le bien-être des jeunes. Comment se préparer pour la saison de pêche à la mouche 2013 qui arrive à grands pas? C'est la première éphémère qui va émerger au printemps des rivières. Ça vit exclusivement des rivières, mais le patron de la Quill Garden est très productif dans les lacs aussi. Et la capsule divertissement avec Jocelyne Courrier. Les gens ont peut-être justement entendu parler dans les médias parce qu'on disait qu'en Gaspésie, le taux de radon était élevé dans les maisons. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Dans le cadre de sa tournée provinciale annuelle, les animateurs d'Opération Enfant Soleil, José Lavigueur et Annick Dumontet, ont remis un montant de 23 207 $ au C3S du Rocher-Percé. Cet octroi contribuera en partie à faire l'acquisition plutôt d'un système de photothérapie intensive, d'un vidéo-laryngoscope pour les enfants prématurés et les nouveau-nés, d'un pèse-bébé et d'un chariot mobile. Ces équipements améliorent les soins offerts aux enfants de la région et depuis 1997, Opération Enfant Soleil a remis 245 856 $ au C3S du Rocher-Percé. Cette année, l'équipe d'Opération Enfant Soleil visitera chacune des régions du Québec afin de remettre plus de 150 octrois. Ces sommes contribueront à adapter les soins hospitaliers et les équipements aux besoins des enfants, tant dans les grands centres pédiatriques que dans les hôpitaux et les organismes régionaux. À ce jour, un montant d'1 826 000 $ a été attribué dans la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, ce qui contribue à offrir les meilleurs soins aux enfants ainsi qu'une qualité de vie optimale en période d'hospitalisation grâce à l'aménagement d'espaces plutôt favorables à leur guérison. Marie-Pierre Dubé, 16 ans, se rend Enfant Soleil de la Gaspésie. Opération Enfant Soleil souligne le courage d'un enfant malade dans chacune des régions administratives du Québec. Les touchantes histoires de ces 18 enfants soleil seront présentées les 1er et 2 juin prochains lors du 26e Téléthon d'Opération Enfant Soleil, diffusé sur le réseau TVA, en direct du pavillon de la jeunesse sur le site d'Expo-Cité à Québec. Plusieurs initiatives dans notre secteur ont été organisées justement pour ramasser des fonds pour Opération Enfant Soleil. On parle d'une activité organisée par les jeunes du secondaire 5 de la polyvalente de Chandler qui a organisé un bain nordique, saucette dans une piscine à l'extérieur de la polyvalente de Chandler. On a amassé la somme de 3 505,25 $. Il y a aussi une saucette devant le Rocher-Percé qui a été organisée par Mme Marie-Ève Trudel et Mme Karine Lévesque. On a réussi à amasser la somme de 11 870 $. Et il y a aussi les jeunes de 6e année de l'école phare de Port-Daniel qui, à travers plusieurs campagnes de financement, ont amassé la somme de 536,25 $. Alors, c'est un rendez-vous pour le Téléthon Opération Enfant Soleil qui aura lieu le 1er et 2 juin prochain sur les ondes de TVA. Alors, dimanche dernier, on soulignait le Jour de la Terre dans la MRC du Rocher-Percé avec une cueillette spéciale de matériel informatique et électronique. Alors, Madame Drapeau, ici aujourd'hui, dimanche 21 avril, une activité de recyclage à l'Aréna de Grande-Rivière en ce qui concerne le matériel informatique. C'est dans le cadre d'une activité bien spéciale.
Oui, en fait, on a voulu souligner le Jour de la Terre sur l'ensemble du territoire de la MRC du Rocher-Percé. Et à cet effet-là, bien, les municipalités ont choisi d'embarquer dans un projet qu'on leur a proposé, c'est-à-dire d'accueillir le matériel informatique et électronique usagé. Alors, il y a 5 points de dépôt sur le territoire et les gens, aujourd'hui, en cette journée donc spéciale, vont apporter leurs téléviseurs, les écrans, les ordinateurs, les claviers, les téléavertisseurs, les téléphones. Alors, toutes ces matières-là dont on ne sait plus quoi faire, qu'on accumule au sous-sol, alors ils peuvent les apporter au point de dépôt de chacune des municipalités. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper cette matière-là et on va l'envoyer vers des centres de traitement à Montréal. En fait, c'est le coût d'envoi de notre programme de récupération. Donc, activité particulière aujourd'hui, mais ça va se continuer aussi à l'année. Cette opération-là va être possible sur une période de 12 mois aussi. Oui, exact. Donc, aujourd'hui, c'est spécial, puis nos points d'accueil sont ponctuels, si vous voulez. Mais par la suite, ce programme-là va prendre vie dans chacune des déchetteries du territoire. Alors, je vous le rappelle, on a 3 déchetteries sur le territoire. Il y en a une à Gascon, il y en a une à Grande-Rivière, puis il y en a une à Percé. Et il va y avoir un conteneur spécifique qui va être installé sur place et qui va accueillir justement les télés, les ordinateurs, les téléphones, etc. Et dans ces conteneurs-là, une fois qu'ils vont être pleins, on va en faire le tour, on va les vider, puis on va envoyer ça vers le centre de traitement. Puis ça va être à partir du mois de mai, ça va être à l'année longue par la suite, aux mêmes heures d'ouverture que les déchetteries. Il va y avoir aussi un conteneur au centre de tri de Grande-Rivière. C'est un service qui se rajoute au service déjà existant, ça n'existait pas auparavant. Non, exact. C'est vraiment, là, c'est un début là, pour ce volet-là. Déjà, on récupérait beaucoup de matière. Là. On récupère déjà le bois, les pneus, les huiles usées, les peintures usées, les piles, les fluorescents, les fluorocompacts. Maintenant, on vient ajouter là, cette nouvelle gamme de matières-là là, qui, avant, s'en allait à l'enfouissement, mais que maintenant, on va diriger vers des réseaux de traitement et de transformation. Et puis, est-ce qu'il y a un potentiel de rentabilité en ce qui concerne ce matériel-là particulièrement? C'est une bonne question parce qu'en fait, nous, c'est sûr que les dépenses sont couvertes par le programme ARP. ARP, c'est l'organisme qui chapeaute, si vous voulez, ce volet-là, c'est-à-dire qui recueille les sommes des générateurs. Je vous donne un exemple. IBM, qui produit un ordinateur, doit mettre de l'argent dans un pot et cet argent-là sert à couvrir justement les frais de collecte, de transport et de traitement. Maintenant, quand vous achetez un ordinateur, il y a un éco-frais. C'est pas une taxe, c'est un éco-frais. Ça sert à payer justement cette valorisation-là, ce traitement-là. Peut-être que les gens ne le savent pas à la maison, mais c'est quand même du matériel qui pollue d'une façon bien spécifique et qui n'est pas à négliger. Non, écoutez, de toute façon, il n'y a rien de biodégradable dans une télé, on s'entend, d'une part. D'autre part, il y a beaucoup de métaux, du plastique. Il y a beaucoup de matières qu'on peut facilement réutiliser, retransformer. Alors, ça vaut vraiment la peine de poser le geste, là, et on est content d'avoir pu là, implanter ça, là, puis d'avoir la collaboration de l'ensemble des municipalités. Maintenant, c'est aux gens là, à mettre les bons morceaux aux bons endroits. Puis ils peuvent toujours nous appeler hein, s'ils ont un doute, des questions. Il n'y a pas de problème, on va répondre à leurs questions. Donc, on pourrait peut-être terminer en rappelant les coordonnées pour avoir de l'information. Oui, le numéro de téléphone, toujours le même, 418-385-4200. Il y a aussi la liste complète des matières, va se retrouver sur le site Internet de la MRC dès lundi prochain. Donc, s'il y a des gens qui veulent connaître la liste, là, elle va être sur le site Internet. À ce moment-là, bien, ça va être possible d'aller voir qu'est-ce qui est accepté ou pas. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Eh bien, mesdames, messieurs, nous recevons maintenant en studio M. Alain Duguay. M. Alain Duguay est bénéficiaire d'un don d'organes et il est ici cette semaine avec nous à l'émission Reflet d'ici pour discuter de la semaine de sensibilisation sur le don d'organes et de tissus. Ça se tient du 22 au 29 avril. Alors, bonsoir, M. Duguay. Bonsoir, M. Da Silva. Ça va bien, M. Duguay? Oui, ça va assez bien. Donc, M. Duguay, comme je le disais en intro d'émission, on est là pour parler de la sensibilisation sur l'importance du don d'organes et de tissus. On le sait très bien, vous êtes une personne qui en a bénéficié et je crois que votre vie, là, elle s'est vraiment améliorée grâce à ce don d'organes-là. Hein? Oui, grâce au don d'organes depuis le mois de mars 2011 que j'ai reçu,
Ça m'a permis de reprendre mes activités et de faire des choses que je ne pouvais pas faire auparavant. Donc, le don d'organes, pour moi, c'est un miracle. Racontez-nous brièvement là, un bref historique là, de votre, on va appeler ça une aventure, parce que c'est une aventure en soi. Hein? Oui, c'est une aventure. Moi, j'ai été diagnostiqué ayant une cirrhose tryptogénique, qui veut dire une cirrhose d'origine inconnue, en janvier 2008. Par la suite, bien entendu, j'ai eu différents symptômes, ce qui m'a amené à recevoir le téléphone pour le don d'organes au mois de mars 2011. De janvier 2008 à mars 2011, j'ai eu beaucoup de séjours hospitaliers ici à Chandler et à Montréal. Donc, par la suite, j'ai eu la greffe et ensuite de ça, ça continue à toujours bien aller. Puis, la majorité, même tous mes problèmes de santé ont disparu. Sauf qu'aujourd'hui, bien entendu, qu'on a des conditions de vie strictes, c'est-à-dire la prise des médicaments à vie, les anti-rejets. Puis il faut gérer ces médicaments-là, c'est-à-dire qu'il faut les prendre avant ou après le repas, puis dépendamment d'un certain nombre d'heures. Il faut faire attention aux aliments aussi que nous mangeons. Et aussi, il y a des aliments qui sont interdits. Mais grâce aux dons d'organes que j'ai eu au mois de mars, le 2 mars 2011, là, pour moi, c'est un miracle, puis un retour à la vie là, extraordinaire. Ça vous a redonné la qualité de vie que vous aviez auparavant. Oui. On discutait en préparation d'entrevue le temps d'attente là, et peut-être ce que vous avez trouvé le plus difficile dans tout ce cheminement-là. Hein. Oui, parce que le temps d'attente, c'est que lorsqu'on reçoit la lettre comme quoi qu'on est sur la liste d'attente, ça vient par le téléphone. OK? Puis le téléphone, il sonne, puis on pense que c'est toujours le bon coup de téléphone, puis à un moment donné, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement le bon. Donc, on vient désespéré, puis on attend toujours. Puis, ce que j'ai pu remarquer, c'est que le téléphone vient à un moment donné qu'on s'y attend le moins. Même si on est préparé, c'est toujours vite, puis il faut agir vite. Mais quand on est malade, puis en perte d'autonomie aussi, ça devient difficile. Donc, et vous, dans votre cas, vous veniez tout juste d'arriver de Montréal d'une batterie de tests et vous pensiez au niveau du coup de téléphone que c'était tout simplement des résultats. Oui, parce que j'avais été une semaine avant à Montréal parce que j'avais eu un syndrome pulmonaire. Les autres appelaient ça un hépatopulmonaire. Puis, j'attendais les résultats. Donc, le téléphone a sonné. C'est ma mère qui a répondu parce que je lui ai dit « Va répondre parce que moi, je n'aurais pas le temps de m'y rendre parce que j'étais essoufflé au moindre pas que je faisais. » Puis là, elle m'a dit « Alain, c'est l'hôpital. » Puis là, je m'attendais à que ce soit des résultats ou une nouvelle médication à prendre. Non, ils m'ont dit « Monsieur Guy, on a un foie pour vous. » Donc, à ce moment-là, elle m'a dit « Il faut que vous êtes ici à Montréal à minuit. » On est 2h52 de l'après-midi. Dans le banc de combat. Oui. Et là, il fallait agir vite. Donc, c'est avec l'hôpital de Chandler que j'ai pu me rendre, avec l'avion ambulance. Donc, et j'ai été opéré à 10 h le lendemain, qui était prévu à 5 h le matin. Mais quand on est en attente d'une greffe d'organes, on sait seulement si on a été greffé une fois qu'on a été opéré, au réveil. Parce qu'il arrive n'importe comme là, vu que c'était prévu à 5 h, j'ai rien que passé à 10 h. Parce qu'entre 5 et 10 h, il y avait une madame qui avait été greffée auparavant, qui avait des complications, et pensait de lui remettre le foie qui m'était destiné. Donc, puis même, j'ai connu des gens qui étaient partis au bloc opératoire, puis sont revenus bredouilles, puis il fallait qu'ils attendaient. Donc, le don d'organes, c'est vraiment un temps d'attente qui est difficile. Puis une fois qu'on l'a obtenu, c'est pareil si on aurait gagné à la loterie. C'est une grande chance là, de pouvoir... Et puis dans votre cas, la beauté de la chose, c'est que, comme vous me disiez, le médecin vous l'a dit même, c'était un match parfait. Un match parfait parce que jusqu'à date, je n'ai pas eu aucun rejet. J'ai eu aucune infection aussi. Parce que le taux de rejet après une opération comme telle est assez élevé. Bien entendu, plus qu'on s'éloigne de la date que l'opération a eu lieu, le risque est moins élevé, mais il est toujours présent. Mais parce que dans les 3 premiers mois, là, le risque d'avoir un rejet est de 95 %. Ah oui, à ce point-là. Oui. Donc, moi, on doit être nerveux. Hein? Bien, on est nerveux, puis on espère que ça n'arrive pas. Parce qu'après le rejet, là, bien entendu qu'ils ne nous enlèvent pas l'organe immédiatement, parce qu'il y a assez de différents traitements, mais l'hospitalisation est encore très longue.
Moi, dans mon cas, vu que ça a bien été, j'ai été opéré le 2 mars et j'ai sorti de l'hôpital le 17 mars. Puis avant l'opération, il m'avait dit, M. Duguay, attendez-vous d'être à l'hôpital au moins 2 mois. Et ensuite, sur l'île de Montréal, que vous ne pouvez pas quitter l'île de Montréal parce que s'il arrive quelque chose, là, au moins 6 mois. Bon. Mais moi, dans mon cas, je n'ai pas eu ça à vivre parce que j'ai été presque 2 semaines à l'hôpital. Puis à la maison des greffés, où ce que les greffés demeurent, ceux qui sont en région éloignée, j'ai resté là du 17 mars jusqu'au 28 avril. Et après, ben, je suis revenu à la maison ici, à Saint-François. Puis ben, là, j'allais à Montréal à tous les 2 mois. Puis même, il m'avait dit, à la première année, vous allez faire des visites courtes à Montréal pour le suivi, pour débuter 4 fois par année. Puis l'année passée, qui est en 2012, qui faisait 1 an, j'ai été que 2 fois. On a des prises de sang ici de façon régulière. Et après, l'hôpital de Montréal nous contacte pour nous donner les résultats puis quoi faire. Mais moi, ça a toujours été bon. Donc, vous êtes la preuve même que ça peut extrêmement bien aller, là. Oui. C'est sûr qu'il peut arriver des fois des petites complications, peut-être même des grandes complications, mais vous êtes l'exemple parfait de lorsque ça se passe vraiment bien, d'où l'importance de donner, hein, et puis d'être solidaire de cette cause-là. Donnons quelques petites statistiques, parce qu'on parlait de temps d'attente. Vous avez quelques chiffres très intéressants à donner là-dessus. C'est quand même assez impressionnant, le nombre de demandes simplement pour le secteur de la Gaspésie, hein? Oui, mais auparavant de vous donner les chiffres, je veux dire qu'un don d'organes peut sauver jusqu'à 8 vies. Ah, intéressant. Puis le don de tissu peut améliorer les conditions de vie de 15 personnes. Donc, c'est très avantageux. Au Québec, présentement, nous avons 1250 personnes en attente. Seulement en Gaspésie, Île-de-Madeleine, il y en a 12, okay, pour différents organes et surtout, surtout pour les reins. Puis, l'année passée, là, on a eu 364 personnes qui ont été greffées. Puis, on a eu 69 décès qui étaient en attente au Québec d'un organe. Donc, c'est beaucoup. Puis, le don d'organes n'est pas si élevé que ça parce qu'on a eu 120 personnes. Okay? C'est une population, je ne sais pas combien au Québec, mais 120 personnes. Puis, il y a des gens qui meurent tous les jours. Puis, il y a beaucoup de donneurs potentiels qui sont prêts à donner des organes, mais la famille ne le veut pas. Ça s'élève à 35 des donneurs potentiels. Pourquoi? Parce que les gens qui sont donneurs d'organes potentiels n'ont pas fait part de leur consentement de donner des organes. Donc, la famille refuse. Et puis, il faut dire qu'il y a 9 personnes sur 10 qui sont d'accord avec le don d'organes, sauf qu'il y a seulement 1 sur 2 qui le disent et qui partagent leur accord. D'où l'importance de bien communiquer ses volontés. Hein? Oui. Puis je tiens à dire aussi que, premièrement, la mission des médecins, c'est de sauver la vie d'abord. Oui. Hein? Et au niveau de la transplantation, lorsqu'ils ont affaire à un donneur potentiel ou un donneur qui savent qu'il va donner ses organes, c'est des équipes de médecins différentes qui s'occupent de la survie du client et du patient. Et par la suite, bien, c'est une équipe de transplantation qui est complètement différente et qui ne sont pas rentrés dans le décor tant sur longtemps qu'ils n'ont pas eu le consentement de la famille. Bon. Donc, pour vous dire que... Puis, donc, je trouve que 1250 personnes en attente, c'est beaucoup. Puis ça, c'est n'importe quel âge, parce que la dernière fois que j'étais à la maison de greffer, là, il y avait un bébé de 11 mois qui avait été greffé du foie. Ah oui. Dès la naissance, il y a eu une information du foie, puis que ça l'a entraîné à avoir une greffe. Puis ça, c'est chez un jeune couple, là, les gens n'avaient pas 30 ans, puis ils venaient de Chapais-Chibougamau. Donc, je trouve que 69 décès, ça ne devrait pas avoir lieu. Donc, ça prouve très bien là, que les besoins sont criants. Puis un don d'organes, là, on l'avait dit la première fois qu'on s'était rencontrés, c'est carrément un don de vie. Hein? Oui, c'est donc, des fois, on est porté peut-être un peu à sous-estimer la conséquence de ne pas bien décrire sa volonté à son entourage, parce qu'on pourrait vraiment sauver la vie d'une personne. Et souvent, et même, on risque fort bien que ça nous arrive dans notre vie de côtoyer, que ce soit quelqu'un qu'on côtoie ou qu'on connaît là, de près ou de loin. Là. Oui, parce que la santé, on ne sait pas quand est-ce qu'on la perd, parce qu'on prend ça comme un
acquis, mais c'est loin d'être un acquis. Tant qu'à moi, la santé, c'est comme gagner au 649 aussi. Oui. Ouais. Quand on l'a, là, on n'est pas conscient de la richesse qu'on a. Puis pour faire le don d'organes aussi, c'est simple. Oui. OK? Il s'agit de faire demander le formulaire, c'est le consentement au don d'organes auprès de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Oui. Ou bien lorsqu'on fait notre renouvellement de carte d'assurance maladie du Québec, on a un autocollant. Ou bien lorsqu'on fait notre testament ou notre mandat d'inaptitude, de le faire inscrire au registre des notaires, de la Chambre des notaires, et l'hôpital a accès à ça. Bon. Donc, c'est plus rapide. Et vu que c'est plus rapide, bien entendu que c'est préférable parce que les actions sont prises. Et c'est une belle façon de s'assurer que nos propres volontés soient suivies à la lettre plutôt que de donner ce fardeau-là à l'entourage autour de nous. Absolument. Et c'est vraiment pas facile de prendre ce genre de décision-là. Il faut le partager. Avoir déjà passé par là. Il faut le partager avec nos amis puis notre famille parce que c'est leur consentement qui est important. Parce qu'ils ne peuvent pas donner leur accord s'ils ne savent pas c'était quoi notre intention. Puis au niveau de la capacité, en ce qui concerne le don d'organes, il y a quand même plusieurs organes qui peuvent servir à d'autres, être prélevés. Oui, il y a le cœur, il y a le poumon, il y a le foie, il y a les reins, le pancréas et les intestins. Donc, ce sont les organes qui peuvent être transplantés. Et en ce qui concerne à peu près la moyenne d'âge des gens qui sont portés à adopter la cause, disons? La moyenne d'âge de l'année passée, c'était 50 ans. Ah, bon, j'aurais pensé que c'était un peu plus jeune. C'est 50 ans. Sauf que le plus jeune donneur, avait seulement 48 heures. OK? Puis le plus vieux avait 88 ans. Donc, il n'y a pas d'âge pour donner nos organes. Il y avait encore des organes qui étaient potables. Oui, puis je pense que c'est le foie qui a été donné à 88 ans. C'est bien de le souligner. J'aurais été porté à penser qu'à un âge aussi respectable que 80 ans, on était peut-être, comme entre guillemets, passé de date. Ah non. Parce que moi, je n'ai pas connu mon receveur, puis je ne sais pas de quoi mon receveur, parce que je sais seulement la cause de son décès. Oui. Puis... le docteur m'a dit, après l'opération, « Monsieur Duguay, vous êtes bon encore pour 125 ans. » Bon. Ben là, j'ai dit, peut-être que vous m'haïssez. Si je vis jusqu'à 125 ans, j'espère que j'ai toute mon autonomie. Oui. Mais c'est ça qu'il m'a dit. Et justement, par rapport aux dons que vous avez reçus, vous vous sentez comment par rapport à cette situation-là? Est-ce que c'est difficile de vivre avec l'organe d'une autre personne? Bien, ça dépend de certaines personnes, parce que je connais des personnes qui ont des difficultés, mais moi, je me dis, le donneur m'a confié un de ces organes-là pour que je lui prenne soin. Et lui, il a donné ses organes pour permettre aux gens de vivre. Okay? Parce que c'est un don de vie. C'est un geste libre, volontaire et anonyme. Donc, moi, je prends comme responsabilité de prendre soin de l'organe que j'ai reçu. J'ai aucune difficulté psychologique avec ça. Est-ce que dans le processus, c'était quelque chose qui vous chicotait, de savoir c'est qui vous avait donné l'organe, ou vous avez tout simplement respecté ce que, dans le fond, le donneur avait mis comme condition? Parce que, est-ce que c'est une condition qui vient du donneur, ou c'est tout simplement général de se dire, on ne parlera pas... Non, ça, c'est des conditions émises par Transplant Québec. D'accord. OK. Si je veux rentrer avec la famille du receveur, ça doit se faire de façon anonyme, puis toujours par l'intermédiaire de la Transplant Québec. Je connais un donneur, moi, qui nous envoie des cartes aux fêtes, comme Noël, à l'année qu'il a reçu son organe. Oui. Il envoie sa carte à Transplant Québec, anonyme, et Transplant Québec, les autres, ils l'ouvrent la carte, ils la lisent, et lorsque c'est transmettable à la famille du donneur, il la transmet. Donc, il y a toute une éthique qui entoure le processus, et puis on fait bien attention de bien respecter non seulement la personne qui a donné ses organes, mais aussi la famille qui l'entoure, et on n'a pas à s'inquiéter sur le processus en tant que tel. Tout se fait dans le respect, tant du côté du receveur que du côté du donneur. Oui. Bien, c'est très bien de le savoir, parce que ça peut être un peu ce qui nous fait hésiter d'aller de l'avant vers le don d'organes. Et au niveau de la carte d'assurance maladie, est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui. C'est un autocollant qu'on installe en arrière de notre carte qui fait mention que je donne mes organes à mon décès. Donc, puis il faut que c'est signé.
Mais là, encore là, je tiens à le répéter, Oui. il faut toujours mettre notre entourage Au courant. au courant. Au courant, puis même si on est jeune, hein, Ouais. parce que souvent, c'est rare qu'on écrit sur le calendrier la date de notre décès. Hein. Ah oui. Souvent, c'est souvent dans l'imprévu que tout ça se passe. Donc, très jeune, il faut prévoir le tout. Oui, oui, parce que les critères peuvent être sur une liste d'attente. Oui. OK? Bien entendu que c'est le groupe sanguin en premier. Ensuite, c'est la compatibilité tissulaire. Oui. Puis après, c'est le poids et la taille. Donc, un enfant qui était en attente d'organes, bien, il faut qu'il reçoive un organe de sa taille. OK. Donc, à quel que soit l'âge, on peut devenir donneur. Puis comme tu viens de dire, on ne connaît pas la date de notre décès, malheureusement. Bon. C'est lorsqu'on la connaîtrait, bien, ça serait l'idéal, mais on ne la connaît pas. Donc, Puis on n'a qu'à penser, moi je suis parent de jeunes enfants et semi-adulte, j'en ai un de 18 ans, et si c'était un de mes enfants qui avait besoin d'un don d'organes, on dirait que c'est quelque chose qui deviendrait extrêmement d'actualité pour moi, puis on devient terriblement sensibilisé à la chose. Bien, dans le brouhaha de la vie courante, et lorsqu'on ne côtoie pas nécessairement des gens qu'on a eu besoin, on est porté à peut-être pas nécessairement, pas par manque d'intérêt, mais par manque peut-être d'information, dont le but de l'entrevue d'aujourd'hui, d'être très bien sensibilisé à l'importance de la cause. Hein. oui. C'est bien entendu, quand ça nous arrive, une aventure comme celle-ci à l'intérieur de notre entourage, Exactement. on est beaucoup plus sensibilisé. C'est comme lorsque nous sommes sensibilisés qu'on adhère au mouvement. Oui. Donc, puis soyez assurés aussi que le don d'organes se fait lorsque le décès est imminent. Puis quand on va à la maison greffée, qu'on va parler tantôt, là, il y a une pancarte qui est installée à la réception. Aux portes du ciel, Dieu n'a pas besoin de nos organes, il a seulement besoin de notre âme. Ça, c'est bien dit, ça. Donc, je pense que si la Providence a permis qu'un don d'organes existe pour prolonger la vie, bien, il faut être sensibilisé puis y adhérer. Et une façon aussi d'être solidaire de la cause, c'est de participer aux activités de financement et de sensibilisation de la Maison des greffés, la Maison des greffés au nom de Mme Lina Cyr, c'est bien Oui. ça? Et il va y avoir une activité le 18 mai prochain. Je crois que c'est à la Maison des Jeunes. À la Maison des Jeunes. Un bon souper spaghetti. Là. Un souper spaghetti accompagné de la musique vers 8 h. Et à 5 h, c'est le souper. D'accord. OK. Il va y avoir plusieurs prix de présence. Avec le souper, bien entendu, qu'il y a du vin qui accompagne pour ça. Il va y avoir beaucoup de prix de présence, comme je viens de vous dire. C'est au coût de 20 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants en bas de 12 ans. Les billets sont accessibles auprès de Jean-Marie Huillard, le boxeur, au numéro 689-2429, qui est un greffé du foie lui aussi. Il y a Peter Lebellier de Chandler, qui est un greffé du poumon. 689-6302 et moi-même 689-2640. Puis on peut aller amener les billets aussi à la maison. Okay. Donc, on voit qu'il y a des gens vraiment près de nous dans la MRC Rocher-Percé qui en ont bénéficié. Hein? Ben oui, il y en a beaucoup. Moi, je connais M. Cormier de Port-Beau aussi. Il y en a plusieurs. M. Smith à Gaspé, qui lui était de Greffe du cœur et il fait partie du comité aussi. Bon. Puis j'aimerais dire quelques mots sur la maison de greffé de Lina Cyr. Oui, très important parce que c'est une maison qui offre des services indispensables. Hein? Oui. La maison de greffé de Lina Cyr. Lina Cyr, c'est une madame de Saint-François, qui a déménagé à Montréal, qui a été greffée en 1987, du foie elle aussi. Puis elle a été appelée à côtoyer des gens qui venaient des régions éloignées. Comme je disais tantôt, c'était beaucoup de séjours longs à Montréal. Puis on est loin de notre famille, puis on n'a pas tout nécessairement toujours de la famille. Mais quand tu es malade non plus, tu n'es pas intéressé, pas à aller déranger, mais à aller demeurer chez la famille. Donc, la maison de greffé a été créée en 1994 avec Mme Lina Cyr. Puis ça, c'est une maison qui a été unique en Amérique du Nord, qui oblige à avoir un accompagnateur, okay, pour le greffer. Surtout lorsque tu viens de recevoir la greffe. Parce que quand tu reçois la greffe, là, disons que tu n'es pas sur tes 4x4, là, disons que tu es pas mal allongé au lit. Puis, oui, je comprends. Donc, c'est une maison où qui peuvent recevoir jusqu'à 27 personnes pour des séjours plus ou moins longs. Pour la Gaspésie, c'est une maison pour toutes les régions éloignées surtout. Montréal aussi, mais il n'y a personne de Montréal qui va demeurer là. Okay? Donc, on connaît aussi des gens de différentes régions. C'est une maison qui a plusieurs services, c'est-à-dire il y a une chapelle, il y a une salle d'exercice, il y a une bibliothèque,
Il y a les services de coiffeur, cuisine ouverte 24 heures sur 24. Okay? Parce que bien souvent, comme moi, dans mon cas, je ne dormais pas la nuit. Donc, quand j'allais là, j'allais à la cafétéria ou à la salle à manger. Puis c'était ouvert. Puis bien souvent, il y a des gens qui se retrouvent là. Puis c'est un endroit aussi que, vu qu'on a à peu près le même problème, c'est des gens qui s'encouragent, qu'on partage nos peurs, nos craintes, puis nos espoirs aussi, parce qu'on a des projets. Puis il se crée des liens d'amitié là-dedans, puis qui est important. Puis on voit aussi comment que les gens sont affligés par la maladie. Là, je retourne encore, parce que j'étais au mois de mars dernier pour mon suivi. Oui. Puis il y a des gens, là, quand j'étais en mars 2011, là, même j'allais là avant, il y avait un monsieur qui était encore là, mais il se préparait pour s'en aller. Bon. Okay? Il a resté là, lui, 3 ans. Bon. Il a eu sa greffe au mois de décembre 2012. Puis, il allait très bien. C'est un gars des Îles-de-Madeleine. Quand tu quittes les Îles-de-Madeleine puis pour tomber dans le centre-ville de Montréal, c'est tout un... On parle d'une maison qui donne des services, mais on peut le dire, c'est carrément aussi un bon soutien, là, tant moral qu'au niveau hospitalier. Oui, parce que les gens qui travaillent là, ils ont un don de soi. Parce que comme il y a la réceptionniste, c'est elle qui s'occupe de l'accueil, pourtant sa job, c'est faire la réservation de chambre, et ainsi de suite. Ouais. Puis il y a une madame qui, je suis en train de déjeuner, avait des problèmes avec ses bonbonnes d'oxygène parce qu'elle attendait une greffe pulmonaire. Ouais. Puis c'est elle qui l'a pris en charge pour trouver les moyens pour qu'elle puisse fonctionner pour aller à ses rendez-vous. Puis elle lui a dit, c'est pas mieux, madame, que vous allez à l'hôpital puis que vous tombez sur le plancher. Donc, donnez-moi quelques minutes, puis je vais vous trouver des bonbonnes d'oxygène, puis vous allez pouvoir y aller avec toute crainte, avec toute sérénité. Donc, c'est pour ça que c'est des gens qui se donnent beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis aujourd'hui, Mme Linossier est décédée, là, c'est sa fille qui a pris ça en main, Micheline. Puis au mois de mai, durant l'activité, toute son équipe de la maison des greffés va être là. Bon. Okay? Elle va descendre son cuisinier, elle va descendre son adjoint. Donc, ce sont 7-8 personnes qui vont descendre. Parce que c'est des gens qui... Premièrement, c'est un organisme à but lucratif qui vivent des subventions du gouvernement. Mais comme vous savez, les subventions du gouvernement, aujourd'hui, diminuent de jour en jour. Donc, elle est obligée de faire des différentes activités. Puis pour notre région, bien, je trouve que c'est important qu'on puisse la supporter parce que, comme on disait tantôt, on ne sait pas quand est-ce qu'il y en a un de notre famille qui va tomber malade, qui va être appelé à y aller. Parce que c'est un coût très minime. On a les 3 repas. Puis lorsqu'on a une navette aussi qui fait nos transports à l'hôpital pour nos rendez-vous et qui vient nous chercher, toujours avec l'accompagnateur. Puis c'est gratuit. Mais c'est compris dans le prix minime journalier, là, c'est qu'il y a 25 $ pour le greffé, 25 $ pour l'accompagnateur. Donc, trouvez-moi une place où ce qu'on est couché, je devrais dire couché, blanchi, nourri, puis un transport pour faire nos différents... Les pharmacies se rendent à la maison de greffé. Donc, on n'a aucun déplacement, là, puis ça ne nous coûte pas plus que 25 pièces par jour. Donc, c'est un organisme à but non lucratif qui a toute sa vocation et sa raison d'être. Et en vous en entendre parler, on parle quasiment d'une petite famille. Hein. Après avoir passé à travers une épreuve telle que celle-là, quand on ressort de là, on fait partie tous du même noyau. Hein. Oui, c'est notre deuxième famille. Même là, encore, quand je ne vais pas souvent, là, des fois, j'appelle. Elle s'appelle Carmen. Puis je demande, un tel était parti, un tel était encore là, des nouvelles d'un, des nouvelles de l'autre. Donc, c'est vraiment une famille. Puis, comme je disais tantôt, là, on crée des liens à cette maison-là parce qu'ils nous supportent aussi. Okay? Puis, ils nous accueillent d'une façon si agréable. Ils ont le sourire. Il y a des employés là 24 heures sur 24. Donc, s'il arrive quelque chose, ils savent quoi faire. Puis, c'est près de tous les centres hospitaliers principaux à Montréal où se font les greffes. Puis, je vais donner un exemple. Tous nos ustensiles au greffé, aux jeunes greffés, plus à moi, c'est tout stérilisé, ça. Ils ont toutes... quand il y a une chambre pour des greffés qui sortent de l'hôpital, il y a une chambre de bain spécialement pour eux. Puis il y a quelqu'un qui vient faire le ménage tous les jours. Donc, c'est très propre, c'est très bien entretenu. Puis, c'est une maison là, où on ne pourra plus s'en passer. Donc, pour continuer à survivre, cette maison-là a besoin de fonds. Okay? Parce que pour améliorer
les conditions de vie à l'intérieur de cette maison-là, ils ont besoin des sous. Donc, soyons solidaires de la cause. Et puis, une belle façon d'être solidaire, c'est de participer à l'activité prévue pour le 18 mai à la Maison des Jeunes de Grande-Rivière, un souper spaghetti. Monsieur Duguay, est-ce qu'on peut dire qu'on a fait le tour du sujet? On a fait le tour du sujet. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir accepté de partager avec nous l'ensemble de l'expérience que vous avez eue en tant que bénéficiaire de dons d'organes. Et puis, disons qu'on va garder le contact. Oui. Et puis, on va essayer de faire un suivi, au moins de façon annuelle, là, sur l'évolution des services et puis sur l'importance aussi, rappeler aux gens sur l'importance du don d'organes. Oui, merci. Merci. Eh bien, mesdames, messieurs, nous recevons maintenant en studio M. Fernando Pelletier, président du Fonds Michel Lenkop, ainsi que M. Jean-Marc Tremblay, grand chevalier du Conseil 3261 de Chandler, Saint-François et Pabot, le conseil hôte de l'activité dont on va parler aujourd'hui, et M. André Baudin, représentant des Chevaliers de Colomb pour le secteur de Grande-Rivière et Sainte-Thérèse. Oui. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Vous allez tous bien? Ça va bien, ça va bien. Alors, je vais débuter l'entrevue avec M. Pelletier pour parler d'une activité très importante qui s'en vient, qui arrive à Grand-Pas, qui va avoir lieu le 25 mai prochain à Chandler. C'est une activité consacrée au Fonds Michel Lenkop et on parle d'organiser une marche et c'est une activité de financement, bien sûr. Alors, M. Pelletier, peut-être nous donner un peu de détails sur l'ensemble du projet en tant que tel? Oui. Le thème, exactement, ça a été avec le Fonds Michel Lenkop, ça marche. C'est en tant que président du Fonds Michel Lenkop et de l'ensemble des administrateurs, je veux sincèrement remercier M. Jean-Marc Tremblay, M. Guy Castillo, du personnel de la polyvalente Monseigneur Soligny, et tous ceux et celles qui, volontairement, ont voulu donner leur temps afin d'amasser les fonds pour le Fonds Michel Lenkop. Je suis heureux de constater que des gens ont à cœur le Fonds Michel Lenkop et s'intéressent et le fait de mettre en place un projet avec le Fonds Michel Lenkop, ça marche, est intéressant car ça va peut-être amasser certains fonds, sensibiliser davantage la population de notre MRC sur notre mission et l'importance de soutenir ces personnes atteintes de cancer. Depuis quelque temps, le conseil d'administration essaie d'être un peu sensibiliser davantage les gens sur la mission de notre fondation et notre message semble indiquer l'importance de donner suite à ces gestes posés. Aujourd'hui, notre message est entendu de la population et l'implication des organisateurs actuels prouve que la démarche est bonne. Pour ce qui est des inscriptions, les Chevaliers de Colomb et d'autres bénévoles devront ramasser une dizaine de personnes pour créer des équipes qui, à partir de la polyvalente, feront une marche sur une certaine distance, faire le tour du lac Vachon en réalité. Les lieux vont être aménagés, sécuritaires ou ainsi de suite. Puis on souhaite que 2000 personnes viennent nous voir. Ça serait une activité extraordinaire. Et puis on fait confiance aux organisateurs. On remercie ceux-là qui s'impliquent actuellement. Merci. On parle d'une superbe, de belle mobilisation en collaboration avec les Chevaliers de Colomb et tout ça pour pallier à certains manques de financement, un manque à gagner au niveau du financement global là, du Fonds Michel Lenkop. Hein. Oui. Il y avait un manque à gagner. Le financement comme tel, si on prend les chiffres de l'an passé, qui étaient un peu gros, on a perçu dans la population 80 000 $. Puis on a redistribué, sans compter les frais d'administration, 95 000 $. Fait qu'on était déjà en manque de 15 000 $. C'est sûr que les années antérieures ont réussi à nous amasser certaines protections, mais on ne voudrait pas épuiser toutes nos ressources. Puis à ce moment-là, bien, avec des campagnes amplifiées, le nombre de cartes de membres qui a augmenté. D'habitude, on se rend difficilement à 2000, 2100. Actuellement, on dépasse les 2500 membres. Déjà là, le geste est bon et puis ça s'améliore. Les campagnes de financement qu'on a sont meilleures, les résultats sont meilleurs. On sait que l'an passé, si on regarde les années d'avant, 740, 750 personnes avaient été aidées. En 2011, notre dernière année fiscale, on a aidé 980 personnes. Alors, à ce moment-là, les chiffres augmentent, puis le cancer, bien, il ne disparaît pas. Fait que c'est pour ça, là, avec ça, bien, ça va nous aider puis nous soutenir un peu.
D'où l'initiation du projet par M. Tremblay. Alors, bonsoir, M. Tremblay. Bonsoir. Alors, M. Tremblay, vous avez eu l'idée, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, d'organiser une marche, ce qui ne s'avait jamais fait dans le passé. Et pour cela, vous avez non seulement mobilisé les Chevaliers de Colomb du secteur de Chandler, Grande-Rivière et Sainte-Thérèse, mais vous avez aussi mobilisé le personnel et l'équipe de la polyvalente de Chandler pour cette activité. C'est tout un tour de force. Oui, effectivement, c'est que nous, l'an passé, ça fait presque 1 an déjà qu'on travaille sur le dossier pour un levée de fonds pour le Fonds Michelin-Kopp. Suite à un reportage qu'on avait attendu à la radio, Guy Castilloux, un enseignant de la polyvalente de Chandler, avait attendu un reportage concernant le bilan du Fonds Michelin-Kopp. Il m'a interpellé en me demandant si les Chevaliers de Colomb de Chandler pouvaient faire quelque chose pour venir en aide au Fonds Michelin-Kopp. Étant donné que, suite au reportage, au bilan que le Fonds Michelin-Kopp venait d'annoncer à la radio, qui sont en déficit d'un peu plus de 15 000 $, et puis lui a cru qu'on devait faire quelque chose. Fait qu'il m'a interpellé là-dessus comme Chevalier de Colomb. Et à partir de là, j'ai dit oui, que je suis prêt à embarquer là-dedans, mais maintenant, j'aimerais embarquer tout le district de notre conseil, de notre région, qui comprend de Percé à Gascon. J'ai dit on devrait avoir une assemblée de tous les grands chevaliers de chaque conseil sous peu, puis je vais l'amener à l'ordre du jour, puis je te donnerai suite à ça. Fait qu'effectivement, nous avons eu une réunion là-dessus, et ça a été à l'unanimité que tous les chevaliers, que les grands chevaliers de chaque conseil allaient embarquer dans ce projet qui va bientôt aboutir au mois de mai, et tout le monde, à l'unanimité, était prêt à embarquer là-dedans pour nous aider. Donc, à partir de là, on a commencé à former une équipe, à former un exécutif avec le conseil, avec l'administration du Fonds Michelin-Kopp. J'ai dû les rencontrer et soumettre mon projet. Effectivement, ils ont accepté, bien sûr. Et puis, on a commencé à regarder de quelle façon qu'on aurait pu aller chercher cet argent-là. Ça fait qu'on a eu plusieurs idées et tout ça, et on est venu à un consensus qu'on devrait faire une marche pour un levée de fonds Michelin-Kopp dans la même procédure que défi à l'entreprise ou défi pour les têtes Ça fait qu'à partir de là, on a dit qu'on devrait se former des équipes de 10 personnes, un maximum de 10 personnes, 10 par équipe. Fait que vous nous emmenez 100 $ pour votre équipe le 25 mai prochain. Fait que l'idée est partie et le slogan a été avec le Fonds Michelin-Kopp, ça marche. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on s'est encore rencontrés et tout ça, et on a tout mis ça en marche. Et puis, on a commencé à faire nos fiches d'inscription. Et puis, aujourd'hui, au moment qu'on se parle, il y a des fiches d'inscription qui sont un peu partout dans notre secteur, dans notre région. Et puis, on demande aux gens de s'inscrire pour le Fonds Michelin-Kopp. Si vous ne pouvez pas former des équipes pour le Fonds Michelin-Kopp, le matin du 25 mai, vous pouvez venir à la polyvalente. La marche va se faire à la polyvalente et le tour du lac Vachon, pour ceux qui connaissent l'endroit. C'est un parcours, c'est pas une marche qui va être d'endurance. C'est une marche qui va être accessible à tous les gens, à toutes les personnes. C'est une marche qui est de 2,5 km. Donc, on va faire le tour du lac Vachon et à relais. Ce qui veut dire, c'est que si vous êtes 10 par votre équipe, donc vous pouvez marcher 2 par 2, puis à fur et à mesure que votre équipe va arriver, vous entreprenez la marche pour faire un autre tour. Donc, on va marcher de 1 heure à 5 heures. Donc, tous les argents qui vont être ramassés cette journée-là, et même avant, pour ceux qui veulent s'inscrire, vont directement au Fonds Michelin-Kopp. Nous croyons que c'est un besoin dans notre communauté. Nous savons que le Fonds Michelin-Kopp, c'est un organisme qui aide les gens pour la maladie du cancer. Comme M. Pelletier disait, c'est une maladie qui ne s'arrête pas, qui est toujours en croissant. Donc, on pense que ça devrait atteindre 20 000 $. Nous, on a un objectif de 2000 personnes qu'on aimerait qu'ils marchent cette journée-là. Puis, si on regarde toutes les mobilisations que les Gaspésiens ont faites pour
l'assurance chômage. Ils se sont immobilisés 2000, 3000 personnes. Puis les Gaspésiens, c'est du monde qui se tient. Puis je pense que cette journée-là, on devrait avoir 2000 personnes à 10 $ chacun pour marcher le 25 de mai de 1h à 5h à partir de la polyvalente. Également, nous avons immobilisé tout le personnel de la commission scolaire René Lévesque du secteur, du secteur Gascon-Percé. Donc, tout le personnel va être immobilisé. Guy Castillou, que lui est en charge de communiquer tous les renseignements au niveau des écoles, c'est présentement fait et les équipes sont en train de se faire. D'accord. Et puis, le 25 au matin, on va être là pour vous attendre, on va être là pour vous accueillir, le Fonds Michel-Lincop, les Chevaliers de Colomb, le personnel de la polyvalente va s'immobiliser. Également, au niveau de la sécurité. Au niveau de la sécurité, on n'a oublié aucun détail. Dominique Giroux, avec son équipe, va s'occuper de faire la circulation. Nous avons fait la demande au ministère des Transports que j'attends des nouvelles sous peu, mais ça va être accepté, aucun problème. La sécurité va être en première place pour toutes les personnes de tout âge. Et Dominique Giroux, avec son équipe, va circuler pour voir s'il y a des gens qui ont besoin d'eau, s'il y a des gens qui ont besoin du service, qui ont besoin de raccompagnement, ils sont fatigués de marcher, on va les embarquer dans les voitures, on va les emmener à Polyvalente. C'est un parcours pour toutes personnes de tout âge. Et puis moi, je lance un appel à tous les chevaliers. On est au-delà de 700 chevaliers dans le secteur de la MRC. Je demande à tous les chevaliers de se former une équipe ou encore de venir à la Polyvalente le 25 de mai au matin à 11h et de venir s'inscrire et marcher pour une très bonne cause qui est le Fonds Michel-Lincop. Chaque personne, je crois, dans notre communauté connaît quelqu'un, un père, une mère, quelqu'un de la famille, un ami qui est atteint d'une maladie des cancers. Moi, dans ma famille, je n'ai eu, puis je n'ai encore. Personne peut éviter le cancer. On est toujours, à quelque part, quelqu'un qu'on connaît qui est pris de maladie des cancers. Puis le Fonds Michel-Lincop donne beaucoup. On parle d'un geste de solidarité envers une cause là, qui est très présente là, dans notre vie de tous les jours. Là, le cancer, c'est un fléau. Exactement. Et justement, parlant de solidarité, nous avons avec nous M. André Baudin, qui représente les chevaliers du secteur de Grande-Rivière et Sainte-Thérèse. Donc, on est solidaire de la cause sur notre territoire aussi, et ça va être possible de s'inscrire à même le Conseil de Grande-Rivière-Sainte-Thérèse. Oui, déjà, au Conseil de Grande-Rivière-Sainte-Thérèse, les formulaires dont Jean-Marc vient de parler sont en circulation depuis déjà un mois. Et on pense qu'il y a une bonne réponse. On se fie là-dessus, disons, à la campagne qui est déjà amorcée par des bénévoles reconnus là, par le Fonds Michel-Lincop, particulièrement sur notre territoire, où la réponse est excellente. Alors, on sait que après les explications de M. Pelletier et les explications de M. Tremblay, la conviction qu'ils ont dans leurs propos, puis les statistiques aussi que M. Pelletier vient d'énoncer, quand j'entends qu'il y a 950 personnes sur notre territoire qui ont été aidées par le Fonds Michel-Lincop au cours de la dernière année, c'est assez impressionnant. Ça ne peut pas faire autrement que toucher chaque citoyen de notre secteur, de notre MRC. Et dans sa mission, les Chevaliers de Colomb ont toujours soutenu les causes humanitaires. On ne peut pas embrasser toutes les causes, sauf qu'en 2013, avec ce qu'on vient d'entendre, les Chevaliers de Colomb ont embarqué dans la marche, en tout cas vont s'embarquer dans la marche. Et c'est avec enthousiasme qu'aujourd'hui, je viens porter le message des Chevaliers de Colomb, non seulement de Grande-Rivière-Sainte-Thérèse, mais des Chevaliers de Colomb du district 64, là, le secteur qui a été décrit par Jean-Marc tantôt, pour que le Fonds Michel-Lincop, les administrateurs puissent, au cours de l'année 2013 et au cours des années qui vont venir aussi, être capables de suffire à la demande avec toute la parcimonie qu'ils y mettent, avec tout le sérieux qu'ils y mettent, pour que, en plus d'avoir les troubles de maladie, qu'on n'ait pas les troubles financiers. On sait que dans des régions qui sont voisines de nous autres, la fierté de ces régions-là a été mise au défi
lorsqu'il a été question des causes qui touchent le cancer. Alors là, c'est à notre tour, dans Rocher-Percé, de mettre notre fierté à défi et de répondre de façon positive pour cette marche du 25 mai, afin que le Fonds Michel Lencop puisse continuer à répondre à la demande des gens qui sont malheureusement touchés par cette maladie. Donc, on parle vraiment d'une cause très importante pour notre secteur et vraiment pour subvenir aux besoins d'un fonds qui en fait beaucoup pour les personnes, naturellement, qui sont touchées par le cancer. Ça va être un rendez-vous le 25 mai prochain. Mais si jamais il y a de la pluie, on remet l'événement au 1er juin, c'est bien ça? Oui, le 1er juin, s'il y a pluie le 25 mai, on parle plus de 50 % de probabilité d'averse. Donc, ça serait remis au 1er juin. Mais le 1er juin, on marche. On n'a pas le choix, il faut marcher. On s'habillera en conséquence, on mettra des manteaux de pluie, on mettra des parapluies, mais on marchera cette journée-là. Mais je pense que le soleil, cette journée-là, va briller pour tous les gens qui sont atteints de cette maladie-là. Puis c'est avec beaucoup d'espoir que j'attends que le monde participe à cette belle activité-là. On pourrait quand même mentionner les endroits, si vous voulez, qu'on pourrait avoir les formulaires. Les formulaires, on peut les rejoindre à la polyvalente de Chandler et dans toutes les municipalités de la MRC, auprès de tous les chevaliers de colons également de notre MRC, et au service de loisirs de Grande-Rivière, au service de loisirs de Chandler, et également au service de loisirs de Gascon. Donc, tout le monde peut... Puis également, au Fonds Michel Lencop, c'est bien sûr, vous pouvez avoir vos formulaires là. Et puis, on vous attend en grand nombre. Notre objectif, c'est un objectif qui est réaliste, c'est un objectif de 20 000 $, 2 000 marcheurs. Et puis, on est en train de regarder pour voir, mais c'est plus probablement que oui, qu'on va avoir chacun un dossard. Celui qui va venir s'inscrire va avoir un dossard. On a des commanditaires qui sont assignés à ce sujet-là. Donc, nous autres, tous les marcheurs devraient avoir un dossard et puis pour faire la marche du Fonds Michel Lencop cette journée-là. Donc, d'une manière ou d'une autre, pour les gens qui veulent avoir plus d'informations, on va laisser un téléphone, ça va apparaître en bas de l'écran, le 418-689-9908. Alors, les gens qui veulent en savoir plus, procéder à l'inscription. Et naturellement, lorsqu'on rencontre l'ensemble des chevaliers sont disponibles aussi sur l'ensemble du territoire pour donner l'information nécessaire à ce geste de solidarité. On rappelle la date le 25 mai prochain et c'est rendez-vous à la polyvalente de Chandler dès les 11 heures. Donc, on peut conclure sur cette information-là? Oui, on vous entend, on vous attend, puis soyez sûrs que vous allez être très bien accueillis, puis le Fonds Michel Lencop est là, puis il vous attend, puis on vous souhaite le bienvenu à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Eh bien, mesdames, messieurs, nous recevons maintenant en studio Mme Émilie Thériault, coordonnatrice de la table consultative jeunesse. Alors, tout d'abord, bonsoir, Mme Émilie. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui, super. On voulait débuter notre rencontre en entrevue aujourd'hui en faisant peut-être un petit bilan de l'ensemble des activités qui se sont déroulées en 2012-2013 pour la table consultative jeunesse de la MRC du Rocher-Percé. Oui, merci. Bien, en fait, cette année, on a beaucoup de nouveautés à la table consultative jeunesse. On continue toujours d'être une table de concertation où on veut développer des projets pour le bien-être des jeunes. Mais en fait, pour arriver à ces objectifs-là, on a embauché une nouvelle personne depuis juillet dernier, qui est Émilie Bourque-Bélanger, qui est là pour accompagner les regroupements, les petits comités, les bénévoles dans l'animation puis l'activité là, du loisir. On dit que son poste, c'est une accompagnatrice en loisirs communautaires. Donc, c'est large. Puis en même temps, bien, ça nous permet d'aller un petit peu sur tous les plans, de voir l'importance qui est apportée aux loisirs des jeunes pour l'amélioration de leur qualité de vie. Est-ce qu'on doit comprendre que c'est un peu en ayant pour objectif d'améliorer la qualité de vie générale des jeunes dans la MRC? Oui, des jeunes, en plus, on entend là des jeunes de moins de 35 ans. Donc, on couvre très large à la table consultative jeunesse, des organismes issus de l'éducation, de la santé, du communautaire, qu'on essaie de réfléchir ensemble à des moyens d'arriver à augmenter la qualité de vie des jeunes pour, entre autres, qu'ils reviennent dans la région, puis qui dynamisent un peu toutes les activités, puis les choses qui sont à développer dans la région. Donc, c'est pas
dans le but là, de faire des super-héros des enfants, mais bien d'avoir une bonne vie, là, une bonne qualité de vie dans leur milieu. Pas seulement à l'école, aussi dans leur famille, dans leur municipalité. On valorise beaucoup l'implication des jeunes. Le bien-être général des jeunes dans son ensemble. Ouais. Et vous attachez une attention particulière aussi à la persévérance scolaire qui est très importante. Hein? Oui, évidemment. La persévérance scolaire, on avait comme slogan « C'est l'affaire de tous ». Donc, la deuxième semaine de février, c'est les journées de sensibilisation pour la persévérance scolaire. Donc, toute la population est appelée à encourager les jeunes dans leur réussite éducative parce que c'est pas juste l'affaire des professeurs. Tu sais, il faut être toujours là, puis c'est l'effort maintenant est à valoriser aussi auprès des jeunes. Donc, la persévérance scolaire, c'est un de nos dossiers vraiment qu'on priorise. Et cette année, on a reçu de l'argent du régional, le comité régional qui s'appelle Complice. On avait ce financement-là pour arriver à des projets qui augmentent ou sensibilisent là, à la persévérance scolaire. Puis il y a eu, entre autres, l'aide financière à la revitalisation du café étudiant de l'École des adultes. Donc, tu sais, c'est pas juste, comme je disais, c'est pas juste les jeunes de 12-17 ans. On va même jusqu'à 35 ans. Donc, pour la persévérance scolaire à tous les âges. Là. Ce qui est très plaisant de savoir, c'est que vous consultez vraiment les jeunes et les changements viennent d'eux. Hein? Il n'y a rien qui leur est imposé. Hein? Non, tout à fait. On passe par les intervenants, mais on veut vraiment leur vision de leur milieu, savoir qu'est-ce qu'ils voudraient. Puis, justement, ça nous amène à dire l'année prochaine, on veut faire un événement comme une journée jeunesse, comme on avait planifié faire à tous les 2 ans. Et lors de cette journée-là, on va pouvoir les consulter sur différentes thématiques. Donc, on veut essayer de trouver une façon dynamique d'avoir leur opinion sur la persévérance scolaire, sur l'implication citoyenne, sur toutes sortes de thématiques pour leur permettre d'être actifs et impliqués dans leur milieu. Ça a déjà eu lieu, hein, une activité de jeunesse. Ça avait eu lieu à l'Aréna de Rivière de mémoire. Il y a 2 ans, oui, au mois de mai. Ça a été un véritable succès. Hein. Il y avait vraiment beaucoup de jeunes et puis c'était vraiment très intéressant de rencontrer l'ensemble des intervenants. Oui, on a la contribution des écoles secondaires pour le succès de cette activité-là. Les jeunes sont invités, toute la population. Il y a des kiosques, des services offerts aux jeunes. Donc, du CLSC jusqu'à la SQ, essaye de faire des kiosques les plus attractifs possibles pour les jeunes et expliquer les services offerts. Et il y avait des prestations musicales et sportives des jeunes, donc le karaté, le judo, la danse, toutes les places où les jeunes peuvent s'épanouir et des petits groupes musicaux locaux là, qui étaient très, très divertissants. Il arrive aussi que, de façon ponctuelle, il y a des petits 5 à 7 qui sont organisés, naturellement, pour discuter et planifier et voir comment on peut développer. Tout à fait. Les rencontres régulières de la table ont lieu puis sont ouvertes à tout le monde. Donc, si vous voulez participer, il y a juste à me contacter. Et... il y en a une, c'est diffusé le 25 avril, donc ce soir, il y en aurait une. Oui, le 5 à 7 à la mutinerie. À la mutinerie, c'est un peu le lieu habituel, hein? Oui, on a utilisé ce lieu-là pas mal souvent. C'est un lieu convivial, puis les gens aiment bien. Puis ce 5 à 7-là va être pour valoriser les jeunes de leur implication. Donc, tous les jeunes, même en bas de 35 ans, leur implication communautaire ou scolaire, sportive, différentes facettes. C'est les organismes de la table consultative jeunesse qui vont nominer des jeunes de leurs organismes ou qui côtoient dans leurs organismes. Donc, c'est des petites activités de récompense comme ça qu'on croit qui vont faire que les jeunes vont plus s'impliquer puis ils vont être conscients, dans le fond, qu'ils s'impliquent. Souvent, les jeunes s'impliquent, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Là. Puis, on a aussi, justement, une activité aussi le 5 juin qui est une présentation des projets de secondaire 5, ils ont un cours, ça se fait dans leur cadre scolaire, mais ils vont faire une présentation des kiosques, de tous leurs projets qu'ils font, juste ça, le 5 juin en après-midi à la Polyvalente dans l'entrée. Puis ça va être ouvert à toute la population, vous allez voir des affiches, donc il ne faut pas hésiter à rentrer dans les écoles sont ouvertes aux communautés, puis il faut prendre cette initiative d'aller vers eux parce que souvent, peut-être eux peuvent être gênés d'aller vers nous, mais c'est ça que la table consultative jeunesse veut faire aussi, le pont entre les écoles, les communautés, pour que tout le monde puisse se comprendre, puis mieux comprendre les jeunes aussi. C'est une belle façon là, de découvrir et de créer un premier contact avec ces jeunes-là. Puis souvent, ils ont des choses très intéressantes à nous montrer. Hein? Oui, tout à fait. Comme le restant de la population, je pense que ce qu'il faut, c'est juste avoir des lieux pour se parler, se comprendre. Être solidaire de ces événements-là et être présent.
Donc, ça résume à peu près l'ensemble des choses qu'on va aller discuter à l'intérieur de l'entrevue, ou j'oublie peut-être quelque chose? Je vous laisse la parole. Bien, cet été, on va mettre en place aussi un petit projet pilote avec des animateurs volants. Puis donc, dans toute la MRC, dans le sens qu'ils vont sillonner la MRC. Ah bon? Okay. Ils vont être présents une journée par semaine dans chacune des MRC. Donc, un après-midi d'animation offerte par des agents qui vont être, des petits animateurs qui vont animer jeunes et moins jeunes. C'est pas réservé seulement aux jeunes, mais c'est pour justement développer le loisir puis essayer de créer des lieux de rassemblement pour que les jeunes et les moins jeunes puissent discuter, puis faire des activités ludiques là, aussi, là, s'amuser, tout ça dans le plaisir, tout au long de l'été, juillet et août. Donc, surveiller les annonces et aussi le site onaimelhiver.com. C'est notre outil web, là, dans le fond, où on peut retrouver les lieux où ils vont être postés. Suivre l'actualité. Oui, suivre l'actualité qui pourrait vous intéresser concernant les activités d'animation sur le territoire, parce que souvent, on dit c'est souvent concentré à Chandler et Grande-Rivière, mais là, c'est ça, on veut déplacer les loisirs au lieu que les gens se déplacent pour aller voir les activités offertes dans les centres. Donc, ça va être sur place pour les gens qui aimeraient développer de l'activité dans leur milieu. C'est pas mal ça. Dans le fond, d'être alerte sur tous les projets qui émanent de la table consultative jeunesse. Si vous voulez être plus près de ça, il y a le Facebook. Donc, on peut suivre l'actualité sur Facebook, sur le site On aime l'hiver et bien sûr en regardant la chronique de cette entrevue. Donc, on voit que ça bouge quand même beaucoup à la table consultative et, on essaye. et ça va se continuer. Oui. Donc, on le rappelle, ceux qui veulent en savoir plus, on va sur le web ou sur Facebook. Merci beaucoup de votre visite à l'émission Reflet d'ici. Merci beaucoup. Puis on garde le contact pour l'année prochaine. Oui, puis je voulais aussi remercier tous les membres de la table consultative jeunesse qui donnent de leur temps pour les jeunes puis qui croient en la cause. Donc, c'est un voyons. Sans eux, on ne pourrait arriver à atteindre nos objectifs. C'est un travail d'équipe. Hein? Excellent, c'est ça que je voulais dire. Merci pour vous m'enlever les mots de la bouche. Il n'y a aucun problème. Oui. C'est ça, les remercier de leur contribution parce que sans eux, ça ne pourrait pas être réalisable. On vous remercie de votre passage à la télévision communautaire et rendez-vous l'automne prochain. Merci beaucoup. Faire peut-être un petit bilan de ce qui s'est passé durant l'été. Excellent, merci. Parfait. Alors, bonjour, M. Jean-Yves Blais, ça va bien? Oui, bonjour, ça va très bien. M. Blais, vous êtes connu au niveau de la MRC du Rocher-Percé, même à travers l'ensemble de la province et même l'ensemble du Canada, comme un monteur de mouches très, très habile et très connu. Ça fait combien de temps, M. Blais, que vous pratiquez le montage de mouches? Bientôt 36 ans. Ça passe vite. Oui. Et puis, vous avez été chercher votre expertise. De quelle façon? Êtes-vous un autodidacte? Oui. Ben, ce qui est arrivé, c'est que j'étais à pêche à Ville-la-Salle, des rapides de Ville-la-Salle. Puis il y a un monsieur qui m'a dit d'aller voir un tel pour m'acheter des bouches. Il s'appelait M. John Kiko. Il est décédé aujourd'hui. Puis j'ai été très bien accueilli par sa femme, puis lui, quand j'ai rentré là, son garçon, il montre très sympathique, ça rue Sherbrooke. Et là, ben, j'ai suivi un cours avec lui durant 3 ans en montage de mouches. Lui, il m'a accueilli comme son garçon. Je sais pas pourquoi. Il m'a tout montré, tous les rudiments du montage de mouches à sa manche. Je monte même des nymphes avec les guirs, les respirateurs. C'est incroyable ce qu'il m'a montré, ce gars-là. Moi, quand j'ai rentré là, j'aimais le dessin. J'ai trouvé ça assez beau, des mouches. J'ai dit, faudrait que je fasse ça, des mouches. Puis il m'a dit, ben, si t'as rien à faire demain, t'as rien à venir, puis je vais te montrer. Puis il m'a rien changé, tu sais. Il s'emmenait vieux, puis il voulait comme transmettre son savoir. Puis disons que j'ai arrivé dans le bon moment opportun. Après, j'ai fini mon cours avec M. John Kiko. Après ça, j'ai été à l'université, en faculté des sciences, pour apprendre les invertébrés. Puis je pensais pas que c'était si complexe que ça. Les espèces, les genres, les sous-espèces, les sous-genres. Et j'ai connu M. Pierre-Paul Harper. Ça, c'est un génie, ce gars-là, mon ami. C'est un grand maître. Puis sa femme, Françoise Harper, très sympathique.
Louis Toutier, qui a pris sa place par après. Il me fournissait des thèses de maîtrise scientifique. J'étais là durant 3 ans. Après ça, j'ai été au ministère de la Faune pour apprendre aussi les espèces, les sous-genres, des hybrides, les poissons. Au ministère de la Faune, c'est M. Jean Dubé et Jean Bajaran qui m'a formé durant 3 ans. J'ai toujours aimé faire ça. Dans ce temps-là, au commencement, je travaillais pour Dominion Store des épiceries. On faisait commandes pour les gros magasins. Puis après ça, j'ai travaillé des années à Brasserie O'Keeffe. Puis j'ai toujours fait ça. J'ai commencé à faire des films sur écran géant. J'ai commencé à écrire des livres. J'ai un de mes livres, Stratégie scientifique de la pêche à la mouche, qui est au musée de la pêche à la mouche du Canada. Si quelqu'un va là, il est sûr de le voir. Vous avez aussi quelques records Guinness. Vous êtes dans le livre des records Guinness. Oui, moi j'ai rentré dans le livre, justement, c'est le Mani Spicotte au ministère de la Faune qui a signé pour moi pour prouver hors de tout doute. J'ai monté la collection d'éphémères la plus précise de tout le stage, le cycle. Puis j'ai rentré dans le livre des records Guinness de 1990. J'aurais jamais cru que j'aurais fait le tour du monde un jour. Puis l'année d'après, j'ai rentré dans le livre des inventions mondiales. J'ai fait l'année de Exogenia lumbata, le plus précis que je pouvais. J'étais en chercher une dans le lac. Là. Puis après ça, j'ai rentré dans le livre Les Grands Québécois. Il y a du monde qui m'a sûrement vu. J'ai passé à Pierre Marcotte. Ça fait longtemps de ça. Puis après ça, je m'ai mis à faire des émissions par semaine vite. Puis TVA avait des artistes. J'allais à paix avec des artistes. Je passais partout à Adelaide, partout. Il y a sûrement du monde qui m'ont vu. C'est pas des menteries. Puis j'ai toujours fait ça. J'ai toujours continué à étudier le scientifique. J'ai toujours fait ça. J'aime ça. Donc, votre passion se continue encore aujourd'hui? Ah oui, mais beaucoup plus, parce que là, c'est plus profond, c'est beaucoup plus élaboré, c'est beaucoup plus scientifique et tout ça. Là. Justement, la saison de la pêche va bientôt débuter. On en est rendu là. Pour les amateurs de pêche, c'est le bonheur qui va bientôt revenir, malgré que durant l'hiver, on peut toujours faire de la pêche blanche. Mais là, on s'en va vers la saison où les insectes et puis la transformation au niveau de la c'est déjà commencé, là. Les martiens, oui. Si vous allez dans les ruisseaux, là, sur le bord d'une rivière, vous allez sûrement voir comme des petits insectes noirs avec des ailes grises. Bien, justement, peut-être un petit peu de conseils là, sur... Oui, mais là, c'est les Capnia vernalis, les stoneflies, ils sont en train d'émerger. Okay, oui, ça émerge même en hiver, ça. Okay. Là, ce qui est important de comprendre, la pêche à la truite de mer va commencer. Puis ça, c'est important. C'est que le menu préféré de la truite de mer, on retrouve à cette heure des arcs-en-ciel, des stylètes, puis on retrouve aussi la truite de mer. Voici son menu préféré. Crangan Sesten Spinoza. J'ai suivi un cours, moi, avec un monsieur à l'école des pêches de Grande-Rivière pour les zones interdidales et infralittorales, les zones à marée haute, marée basse. Ça vit des optères, ça. Ce que vous appelez la barge. Ça, c'est Crangan Sesten Spinoza. Elle adore ça. Incroyable que ma copine a mangé là-dessus. Mais elle mange beaucoup. J'étais pêché en Richmond aussi. Là. Des missis. Ah, c'est fascinant de les voir manger ça. Moi, j'aime aller en profondeur. Puis j'ai tout fait vérifier ça. Puis c'est bien ça. Donc, ça s'apparente à quel genre de mouche exactement? Ça se monte en mouche, c'est des missis. Mais elle mange aussi, j'ai oublié de sortir, des vers de mer. OK. Oui, elle aime bien ça aussi, les vers de mer, oui. Ben moi, je sais pas pourquoi, je suis allergique au verre. mais j'aime bien, moi j'aime aller dans les mœurs du poisson, puis tout connaître sa vie privée au complet, et après, je m'enligne avec ça, parce que je peux les faire. Et souvent, ça va être le secret d'une bonne pêche. C'est en plein ça. Faut aller dans sa vie privée. Hein? Sans ça, il n'y a pas moyen de savoir rien. Et puis, en ce qui concerne ceux qui sont plus amateurs, disons, au niveau de l'eau douce? Bon. Là, ce qui est important de comprendre, c'est que là, on n'a pas assez de temps pour tout élaborer, tous les genres, les espèces, les sous-genres de tous les ordres, de toutes les familles. Il faudrait qu'on se récite pour 3 mois. Ça fait qu'on n'a pas de temps de faire ça. Mais par contre, on va donner une bonne approbation aux gens. Premièrement, là, vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent des mayflies ou des éphémères ou les mouches de main. Ça, c'est des mots qui ne veulent absolument rien dire. Pour moi, ça ne vaut rien.
Moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir le nom de l'éphémère qui vit ici. Parce que la truite, elle ne connaît pas le nom scientifique, mais elle connaît les couleurs. Elle est capable de distinguer parfaitement ce mouche-là. Premièrement, là, on va parler des éphéméroptères. L'ordre des éphéméroptères, mais il y a 650 espèces dans le monde de ça. De genres, d'espèces, de sous-genres, de sous-espèces, pour avoir le nom approximatif. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'ici, on a nos propres espèces. Vous voulez élaborer un peu comment ça marche, les éphémères. Premièrement, un éphémère, ça vit sous l'eau, c'est aquatique, subaquatique. Ça veut dire que ça peut vivre sous l'eau de 1 an à 3 ans, avant de faire sa métamorphose. Bon, premièrement, là, qu'est-ce qui va vivre dans le fond de l'eau? C'est une nymphe. Elle va faire ce qu'on appelle des mues successives. Elle va grossir. Là, aussitôt là, que son temps va être terminé à maturité, c'est que là, elle va émerger. Le nom éclosion ne s'applique pas à ça. Dans tous les livres, c'est pas ça, pas du tout. Éclosion, c'est comme une tortue qui dépose des œufs dans le sable. Et ça va éclore. Ça n'a pas rapport. Quand on parle d'éclosion, c'est que l'éphémère adulte dépose des œufs qui vont couler dans le fond. Et là, ils vont éclore. Mais quand la nymphe est en maturité, puis là, elle va monter en surface pour émerger, on appelle ça nymphe immature. C'est ça le vrai mot. Et là, ce qui arrive, c'est que la nymphe va se placer sous le film de l'eau. Et là, elle va se craquer ici, là, au sternum. Et là, elle va sortir les ailes. Et là, elle va s'estirper, puis elle va servir de ça comme radeau de flottaison. Elle est en danger, la truite. Là. La truite, elle voit tout ça. C'est pour ça qu'on voit des truites sauter au bout. Puis là, ce qui est important de comprendre, c'est quand une truite mange une nymphe dans le fond, elle mange du bœuf. Puis quand elle mange une éphémère en surface, elle mange du caviar. Hein? C'est bon, le caviar, hein? Ça va cher. Et là, autrement dit, la nymphe est majeure, mais quand la nymphe va émerger ici, on appelle ça un subimagodone. Ça veut dire que c'est toujours gris-bleu les ailes tout le temps. Et là, le mâle émerge en premier, et une demi-heure après, la femelle va émerger. Ce qu'on appelle une émergence. Et là, il faut qu'elle se dépêche, parce que là, elle va s'aller, autrement dit, dans les arbres. Là, le sec va se développer, les yeux vont se développer plus. Là, on appelle ça ce qu'on appelle un spinner fall. Donc là, elle est adulte, l'éphémère. Mais là, elle change de couleur successive, même dépendant de la condition de l'eau et de l'air. Fait qu'il y a des patrons appropriés qui vont représenter le genre et l'espèce de l'espèce qui va émerger. Mais tu ne le sais pas, là. Mais ici, tu ne peux pas le savoir, mais après qu'elle est adulte, tu vas le savoir. Mais avec une connaissance. Et là, le spinner fall, il va venir s'accoupler avec la femelle. Et là, c'est très, très facile. Tu arrives sur le bord d'un lac. Et là, tu vois la femelle qui fait ça comme ça, et le mâle fait ça comme ça. Ils appellent ça des vols de sang. Même tu vas dans la rivière, puis tu peux voir là, comme des siphonurus, on les voit là, qui patrouillent, là, ils cherchent les femelles. Là. On voit qu'ils veulent s'accoupler avec eux autres. Là. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'après que l'accouplement va se faire, et là, la femelle va venir déposer les œufs qui vont descendre dans le fond pour que le cycle continue de cette espèce-là. Et là, quand elle va mourir, elle va avoir les deux ailes plaquées de même qu'on appelle spin. C'est très, très important de comprendre le cycle biologique des éphémères. Et là, maintenant, voici les espèces qui sont très mortelles pour pêcher ici. Ici, ça, c'est Epeurus pleuralis. Ou Iron pleuralis, qui porte le nom de Quill golden. C'est la première éphémère qui va émerger au printemps des rivières. Ça vit exclusivement des rivières, mais le patron de la Quill golden est très productif dans les lacs aussi. Parce qu'elle est gris-bleu. Elle représente un subimagodone de mayfly ou éphémère aux mouches de nain de cette espèce-là. Et là, ensuite, dans les rivières, on raconte de cette espèce géante-là. Ephemera gutulata, qui porte le nom de Gwindwick. Très productive. Elle sort toujours en noirceur dans le milieu du lac. Dans le milieu de la rivière.
C'est beau. Après ça, là, je l'ai vu émerger. C'est de toute beauté. Ça, c'est Stenanema vicarium. Elle porte le nom de Marsh Brown. Ça vit exclusivement dans les rivières rapides. Ils sont faites pour aérer dans le courant. Très bonne éphémère qui porte le nom de Marsh Brown. Après ça, ici, là, ça vit exclusivement dans les rivières. Une mouche très mortelle, la Hendrickson, Ephemerella suvaria. Très, très bonne éphémère. Un pêcheur expérimenté connaît ce mouche-là. Mais il y a une manière de la faire pour qu'elle soit très mortelle. Après ça, ici, là, elle vit dans les lacs et dans les rivières. Je me demande bien qui a pas ça émerger. Quand ça émerge dans le milieu du lac, on voit les oiseaux qui les mangent, c'est les rondelles, c'est de toute beauté. Les oiseaux nous disent qu'elle est en train d'émerger. Elle porte le nom de Ephemera simulin. Brondwick. Incroyable, les truites qui sautent là-dessus. Au Jura, c'est des polaris qui sortent de l'eau. C'est incroyable. Elle peut vivre jusqu'à 45 pieds. Elle vit des rivières et des lacs. Puis elle prend beaucoup de temps à monter parce qu'elle a beaucoup de. Il faut qu'elle nage beaucoup. Elle vit comme une taupe dans le fond de la vase. C'est vraiment fascinant. Ouais. Très bonne éphémère. Elle est géante. Elle. Je l'ai vu souvent émerger d'un temps gris ou après la noirceur. Ça, c'est une très bonne mouche pour les rivières. Siphonurus. Oui, t'as ici, là, c'est ça porte le nom de Siphonurus rapidus, ça vit dans les lacs, des rivières. Siphonurus québecensis, très productive, ça quand ça émerge dans le lac Sept-Îles ou dans les rivières. Puis ce qui est le fun de cette éphémère-là, elle est là toute l'été. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est lui que je t'ai dit que tu vois, qui patrouille des rivières. Ah oui, il faut avoir le sens de l'observation. Hein. Voici une mouche qui va vous causer énormément de problèmes dans les lacs où ce qu'elle existe. Surtout au lac Appel, à Gascon, partout. Quand que cette éphémère-là va émerger, excuse-moi de te dire ça, t'es bien mieux de rester chevauché. Elle devient ultra sélective. Elle porte le nom, c'est la première éphémère que Pierre-Paul Alpin m'a montré à l'université. Calibatis ferruginus packeldon. Très bonne mouche. C'est incroyable l'imitation de la femelle, comment ça peut être mortel. Mais si t'as pas ça, t'es bien mieux de rester chevaux, ça va être pas mal mieux. Là, il en reste deux. Voici un éphémère qu'on retrouve dans toutes... c'est la dernière. On la retrouve dans tous les pleins d'eau parasites. C'est la première éphémère qui va émerger dans les lacs et dans les rivières aussi. Elle porte le nom de Leptophobia cubida de Black Quill. Ça, c'est nos espèces, ces genres propres qu'on a ici. Il faut que le modèle de mouche soit conçu sur ces espèces et ces genres-là. Donc, pour les amateurs de pêche qui voudraient en savoir plus spécifiquement pour leur zone de pêche, ils peuvent tout simplement vous contacter. Peut-être en terminant, rappelez vos coordonnées. On sait que vous êtes sur Facebook, mais si vous voulez donner plus de coordonnées, c'est à vous. Ben, on peut me rejoindre à 689-7337 ou Jean-Yves Blais, Globetrotter, en commercial, Jean-Yves Blais, en commercial, globetrotter.net. Donc, merci beaucoup, M. Blais, de nous avoir reçus. Puis en passant, oui. Ils m'ont placé sur un site qui s'appelle, sur Google, Fabrimouche. Oui. D'accord. On peut voir, mais il commence à rentrer mes modèles. Là. Oui. Puis c'est un site qui est mondial. Il y a 200 000 personnes par jour qui visitent ce site-là. Donc, M. Blais, on vous remercie infiniment de nous avoir reçus, la télévision communautaire de Grande-Rivière, directement chez vous, dans votre atelier personnel. On vous encourage naturellement à continuer et surtout à demeurer aussi passionné du montage de mouches et de tout ce qui nous entoure au niveau naturel. Et pour les passionnés de pêche, eh bien, on sait à qui on peut demander conseil dans cette période estivale qui avance à grands pas. Merci beaucoup, M. Blais. Merci beaucoup. Eh bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement particulière cette semaine parce que ça va être, malheureusement pour les gens à la maison, la dernière capsule divertissement de la saison
pour Reflet d'ici, édition 2012-2013 tout d'abord. Bonsoir, Mme Jossel. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui. Alors, en forme pour la dernière de la saison? En forme. Et toujours un sujet quand même assez d'actualité cette fois-ci, parce qu'on en entend un peu parler dans les différents médias. On va certainement parler, j'imagine, des bienfaits ou du contraire en ce qui concerne le fameux radon, qu'on commence vraiment à avoir peur de ce phénomène-là, dû au fait que c'est invisible, c'est inodore, et puis c'est difficile de pouvoir le détecter. Hein? Exactement. Le radon, donc, est un gaz incolore, inodore, qui est radioactif. Les gens en ont peut-être justement entendu parler dans les médias parce qu'on disait qu'en Gaspésie, le taux de radon était élevé dans les maisons. Donc, j'ai fait des recherches personnelles parce que je me demandais, je voulais faire tester chez moi. J'en doute pas. Donc, je suis... connaissante à sensibiliser à ce genre de choses-là. Oui, c'est ça. Je suis assez têteuse là-dessus. Donc, après avoir fait une recherche personnelle, puis je l'ai écrit un petit peu sur Facebook, bien, il y a quelqu'un qui m'a dit, bien, tu devrais faire une émission là-dessus. Bien, j'ai dit, pourquoi pas? Donc, je vais expliquer un peu c'est quoi le radon. Puis vous pourrez juger si vous trouvez important ou pas de le détecter dans votre maison. Donc, on va commencer avec la radioactivité. Qu'est-ce qu'un gaz radioactif? Bon, on va aller avec la base, c'est que la matière, c'est fait d'atomes. Les atomes, si on veut, c'est un peu les briques qui forment la matière. Ces atomes-là vont être faits avec un noyau. Puis, pour faire ça de façon simplifiée, disons qu'il y a certains noyaux qui sont instables et fragiles. Donc, ces noyaux-là fragiles vont avoir tendance à se briser. C'est le cas d'un atome radioactif, comme le radon. Donc, le noyau, en se brisant, bien, il va dégager un certain rayonnement et de l'énergie sous forme de chaleur. C'est ce rayonnement-là qui est dégagé lorsque le noyau se brise. C'est ce rayonnement-là qui va être dommageable pour les tissus humains. Donc, quand on parle du radon, ça vient d'où? C'est qu'au centre, au niveau de la Terre, au niveau que ce soit des roches, du sol et de l'eau, on trouve de l'uranium. C'est présent naturellement un petit peu partout et en Gaspésie, malheureusement, c'est présent en grande quantité. Ah oui. Donc, l'uranium est présent dans notre sol. Puis, cet uranium-là va se dégrader en radium, qui est une substance radioactive, et ce radium-là va se dégrader à son tour en radon, qui est un gaz radioactif. Donc, les gens vont voir des images, comment ça se produit, c'est que ce gaz-là va s'infiltrer dans les maisons. Ça peut être par des fissures que vous avez dans votre fondation. Ça peut être des joints d'étanchéité qui sont mal faits. Ça peut être des drains au sous-sol. Ça peut être un puisard. Ça peut même traverser des murs de béton. Donc, il y a différentes façons pour le radon de pénétrer dans votre maison. Ça peut même pénétrer par la douche. Plus la maison est ancienne, plus il y a de risques de teneur élevée en radon, mais ça peut être une maison assez récente qui a quand même des concentrations élevées. On dit aussi que l'hiver, les concentrations sont plus élevées et aussi la nuit. Pourquoi? Parce que l'hiver et la nuit, on a tendance à fermer toutes les fenêtres, les portes, puis c'est beaucoup plus étanche. Donc, le radon, lui, il va avoir tendance à s'évaporer, si on veut, dans l'air. Ce n'est pas des concentrations qui peuvent être dangereuses pour l'être humain parce que c'est à l'air libre. Mais lorsque ça s'évapore, si on veut, ça s'infile dans une maison, ça va s'accumuler. C'est ça le problème avec le radon, c'est le fait que ça s'accumule, donc ça atteint un niveau qui peut être assez dangereux pour la santé humaine. Et étant donné que tu dis que au niveau de la Gaspésie, l'uranium est présent en grande quantité, il y aurait matière à être sensible à cette réalité-là, non? Oui, moi je pense qu'en Gaspésie, tous les gens devraient vraiment tester leur maison et c'est l'avis de Santé Canada. Par rapport aux conséquences? Bien, exactement, c'est ce que je vais vous expliquer. Les conséquences, c'est au niveau du cancer du poumon. C'est la deuxième cause de cancer du poumon. Juste au Canada, il y a à peu près 2000 personnes qui meurent à chaque année à cause du radon. De quelle façon? C'est que, si on veut, le radon va se dégrader en substances radioactives. Ça conduit toujours à se dégrader de l'uranium au radium, au radon, et ainsi de suite. Donc, ça se dégrade, ça va se fixer à la poussière qu'on va respirer. Et lorsqu'on respire la poussière, qu'il y a des particules de radon dégradées, si on veut, dessus, bien, ça va endommager les poumons. Ça va briser les cellules du poumon. Puis quand les cellules sont brisées, le poumon va essayer de régénérer les cellules, d'en produire d'autres, puis c'est là qu'il y a des risques de cancer.
Parce que les cellules peuvent se multiplier à un rythme totalement incontrôlable. C'est là que le cancer apparaît. Parce qu'un cancer, en fait, c'est des cellules qui se multiplient de façon incontrôlable. Une tumeur qui va grandir et ainsi de suite. Donc, c'est les poussières de radon qui vont faire que le cancer va apparaître dans les poumons. Ce n'est pas dans tous les cas, évidemment, mais ça augmente quand même de beaucoup les risques de cancer. C'est sûr, si vous fumez, le risque est beaucoup plus élevé. Un fumeur qui a fumé toute sa vie, il va avoir une chance sur 10 d'avoir un cancer du poumon. Un fumeur qui a été en contact en plus avec des teneurs élevées de radon va avoir une chance sur 3 d'avoir un cancer du poumon. Donc, c'est quand même assez élevé. Puis ça va dépendre. Bon, je parlais au niveau, ça peut s'infiltrer dans les fissures des fondations, tout ça, mais ça dépend aussi de la ventilation de votre maison. Puis ça, on ne peut pas dire, sans avoir testé, oui, d'après moi, il y a pas beaucoup de radon. Il faut vraiment faire le test. Donc ensuite, pour donner un petit peu la chronologie des événements, pourquoi on en est arrivé à un avis de Santé Canada, c'est qu'en 2007, Santé Canada a décidé de rabaisser la norme pour le radon. Avant, la norme, c'était de 800 becquerels. Becquerel, c'est l'unité de mesure du radon. Donc, on disait que en bas de 800 becquerels, c'était pas dangereux pour la santé humaine. Là, on a fait des études, puis on a découvert que c'était plus bas que ça. Donc, il ne faut pas que ça dépasse 200 becquerels. Plus haut que 200 becquerels, c'est considéré comme un risque pour la santé humaine. Aux États-Unis, eux, leur norme, c'est 150 becquerels. Donc, ça se ressemble. Ensuite, en 2010, le gouvernement a décidé de faire un projet pilote. On a testé 65 écoles primaires au Québec, dont certaines en Gaspésie. Puis cette étude-là, justement, ce qui en est ressorti, c'est qu'il y a 5 écoles de la commission scolaire des Chic-Chocs qui avaient des taux trop élevés de radon. Ah, oui. C'est là qu'on a commencé vraiment à vouloir faire des études beaucoup plus larges. Donc, en 2011, on décide de faire une étude à travers le Canada. On va mesurer le taux de radon de 14 000 maisons, de 174 maisons en Gaspésie. Puis là-dessus, on a réalisé que 25 %, donc une maison sur 4 en Gaspésie a un taux trop élevé de radon. C'est énorme. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. En 2013, c'est là que Santé Canada a donc décidé de faire un avis partout au Canada de tester vos maisons, et particulièrement en Gaspésie, parce qu'on a le taux le plus élevé au Québec, en fait, justement parce qu'il y a beaucoup d'uranium dans notre sous-sol. Donc, on a demandé de tester les maisons. Puis en ce moment, il y a des tests qui se font à travers le Québec. C'est d'ici 2014, toutes les écoles primaires et secondaires du Québec vont avoir été testées au radon. Donc, c'est en cours présentement de faire ces tests-là. Et on voit que c'est pris au sérieux par les instances publiques, hein? Oui, puis heureusement, parce que c'est quand même, il y a des endroits, le taux de radon est vraiment extrêmement élevé. C'est très variable d'une maison à l'autre. Vous pouvez avoir une maison qui a des taux très élevés de radon et la maison d'à côté, non. Donc, on considère que presque toutes les maisons ont du radon, mais la plupart, c'est à des taux raisonnables, normaux, qui ne sont pas dangereux pour la santé. Mais comme je disais, en Gaspésie, c'est 1 sur 4. Dans le Bas-Saint-Laurent, c'est 14 % des maisons qui ont un taux trop élevé, et en Outaouais, c'est 13 %. Donc, c'est des régions comme la Gaspésie qui sont aussi assez riches en uranium. Donc, c'est pour ça qu'on a eu un avis, là, il n'y a pas si longtemps, parce qu'une maison sur 4, c'est quand même énorme. Ouais. Puis, il n'y a aucune façon de le savoir tant qu'on n'a pas fait les tests. Comment on fait les tests? Bien, on a besoin d'un détecteur de radon. Dans les communiqués de presse, on disait d'aller dans les quincailleries. Si les quincailleries n'ont pas le test de radon, moi, quand j'ai voulu commander le mien, il n'y en avait pas. Donc, je l'ai commandé à l'Association pulmonaire du Québec. Vous allez sur le site web, puis pour vous donner une idée, ça coûte à peu près 40 $, y compris les frais de poste, puis vous allez avoir un détecteur de radon qui va être livré chez vous. Puis en même temps, bien, c'est un don, si on veut, pour l'Association pulmonaire du Québec. Si vous préférez, il y a d'autres endroits aussi où on peut commander des détecteurs semblables sur Internet, puis les coûts, c'est assez semblable. Comment ça fonctionne? C'est que vous allez mettre le détecteur, les gens vont voir une image chez vous, puis on vous dit de le mettre dans un endroit où vous habitez le plus. Bon, par exemple, vous pouvez le mettre dans votre chambre à coucher. Ça va donner une bonne idée si vous êtes beaucoup en contact avec le radon. Puis comme la concentration en radon est assez variable selon les saisons, on demande de faire le test pendant 3 mois. Vous allez voir à certains endroits qu'on vous offre de faire des tests qui vont durer quelques jours, mais Santé Canada vous recommande de faire un test de 3 mois minimum.
Au niveau de l'appareil, c'est quelque chose qui fonctionne un peu sur le même mode de fonctionnement qu'un appareil pour la détection de la fumée, à batterie, qui doit être à un endroit stratégique ou c'est à utiliser seulement par une courte période. On en achète un et on l'a pour la vie. Là. Non, en fait, on en achète un. On fait un test, généralement, c'est un test qui va durer 3 mois. On va mettre l'appareil, disons, dans une chambre à coucher. Après 3 mois, on va l'envoyer à un laboratoire. Ah oui. Quand vous achetez le test, là, c'est tout expliqué à l'adresse à laquelle l'envoyer. Puis souvent aussi... C'est pas une lecture qu'on fait personnellement sur l'appareil. Non, c'est un appareil qui, pour nous, ça veut rien dire. Là, on peut pas lire rien. Donc, tu es obligé vraiment de le renvoyer par la suite. Là. Oui, parce que c'est des tests, c'est quand même assez complexe à faire. Donc, c'est des tests qui doivent être envoyés. C'est pas simple, hein? Puis souvent, c'est envoyé à des laboratoires aux États-Unis. C'est quand même... Il faut attendre longtemps avant d'avoir les résultats. Puis j'imagine qu'il y a des coûts relatifs. Le résultat est assez rapide. Il y a des endroits qu'on peut pour environ 40 $. Vous avez le test, vous avez l'enveloppe pré-affranchie de retour. Bon. Donc, pour 40, 50 $, vous avez le test de fait, envoyé, tout au complet. Et advenant le cas où on a un test, disons, positif? Bon, advenant que le cas qui a un test positif, on parle si votre résultat se situe entre 200 et 600 becquerels. Comme je disais tantôt, la norme, c'est 200. Entre 200 et 600 becquerels, on vous suggère de faire les réparations d'ici 2 ans. Si votre résultat est au-dessus de 600 becquerels, vous devez faire les réparations d'ici 1 an. Quand on parle de réparation, c'est en ce qui concerne la structure même de la fondation? Bon, exemple, si vos problèmes, c'est parce qu'il y a des fissures, on va vous suggérer de colmater les fissures, de les réparer, de les remplir. Si c'est au niveau d'un tuyau, le joint qui est mal fait, on va vous suggérer de faire le joint d'une meilleure façon. Et une solution encore plus simple et moins coûteuse, c'est de mettre de la ventilation. La ventilation va permettre au radon de s'en aller vers l'extérieur. Ah bon? Donc, c'est sûr qu'il faut s'informer comment le faire pour le faire de la bonne façon. Et souvent, un système de ventilation va suffire pour régler le problème. Bon, bien, voilà au moins une solution encourageante. Oui, c'est pas un problème qui est coûteux à réparer. Tu es obligé d'abandonner ta maison carrément. Non, pas du tout. Là, c'est tellement... Je commence à avoir peur, moi, là. Non, mais c'est ça. Moi aussi, quand j'ai entendu ça dans les médias, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive si tu trouves des concentrations? Mais non, justement, là, c'est pas pour rien que Santé Canada fait les avis, c'est que la solution pour réparer ça, c'est assez simple. Bon, par exemple, une ventilation, puis vous allez avoir des niveaux normaux. Bon. Parce que, comme je disais, là, en Gaspésie, je pense que ça concerne tout le monde. C'est sûr qu'en 2014, quand les résultats vont sortir, on va avoir peut-être une carte qui va dire à quel endroit il y a plus de radon au Québec. Et comme je le disais, votre voisin peut ne pas avoir de radon, puis votre maison, c'est des niveaux vraiment trop élevés. Donc, le mieux, c'est de faire le test. T'sais, pour 40 $, je me dis, tu as l'esprit tranquille. Tout à fait. La solution est tellement simple que pourquoi pas. Quand on a des enfants à la maison, on est toujours très sensible à ça. On a découvert justement que les enfants seraient probablement plus sensibles aux concentrations de radon. Donc, pourquoi pas. Encore une fois, pour la dernière de la saison, un sujet très intéressant et instructif, franchement. Donc, est-ce que la capsule divertissement revient pour l'année prochaine? Mais oui. Toi, tu es drôlement fidèle avec TVCGR. Oui. Ça sera un plaisir, encore une fois, de se revoir dès l'automne prochain. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de réaliser ces capsules-là avec toi. Merci à la TV qui me donne l'opportunité de les faire, parce que j'aime beaucoup ça. Et au plaisir de se revoir à la saison prochaine et passe un bel été. Toi aussi. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et maintenant sur YouTube sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercial-hotmail.com ou directement sur Facebook. On se laisse sur des images de la manifestation contre la réforme de l'assurance-emploi qui avait lieu le 22 avril dernier à Chandler, des images de la collecte de sang du 23 avril dernier à la polyvalente de Grande-Rivière et des images de l'ouverture de la pêche au homard à la vieille usine de l'Anse-Beaufils le 20 avril dernier. C'était la dernière émission de Reflets d'ici pour cette saison. Merci d'être au rendez-vous chaque semaine sur les ondes de TVCGR. Passez un bel été et on se revoit l'automne prochain. Non, c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Dans le trou noir, à peur, on n'en veut plus. Et c'est pas fini, c'est rien qu'un début. La seule réforme, à peur, on n'en veut plus.
L'occupation s'est très, très bien faite. On est monté. Aussitôt que nos 15 prévus, qu'on était plus que 15, il y a des gens surpris qui se sont ajoutés avec nous. Alors, aussitôt que nous sommes arrivés en haut, mon première initiative a été d'appeler la police pour leur dire que dans un premier temps, il y aura une activité officielle qui se passait à compter de 10 heures ici, devant l'édifice de Service Canada, et qu'il y avait déjà, depuis 5 minutes, une quinzaine de personnes qui occupaient les bureaux de Service Canada. Alors, de cette façon-là, on n'a énervé personne. Le personnel a été très courtois avec nous. Des agents de police sont venus nous rejoindre. Et puis, je pense qu'on peut dire que notre action a été une réussite parfaite. Grâce à votre collaboration à tous. Merci. Alors, la prochaine demi-heure, eh bien, on fait comme on a fait l'autre jour, ceux qui étaient présents. Hein? C'est du piquetage symbolique. Hein? Alors, de temps en temps, on sortira notre petite phrase pour nous réchauffer le gargoton, hein, comme on n'a pas d'alcool avec nous. Et sachez, dites à vos amis qui sont absents aujourd'hui qu'il y a un emploi de disponible en très grand nombre. Si cet emploi s'appelle chômeur manifestant. Le salaire est très peu élevé, mais la solidarité et la récompense. Alors, on les invitera pour une prochaine manifestation. En attendant, la plupart d'entre vous, vous avez donné votre nom pour aller à Montréal. Alors, ça sera un rendez-vous vendredi, durant toute la nuit, dans l'autobus qui nous amènera à Montréal. Et soyez assurés, tous ceux de qui j'ai reçu le nom, j'ai une liste de noms de plus de 50 personnes, toutes ces personnes-là vont être appelées dans les premiers. Si jamais l'automne prochain, on n'a rien réussi à modifier à cette réforme, on n'attendra pas le mois d'avril pour faire des actions de même. On va débuter par des actions comme ça, dès la fin d'octobre l'année prochaine, au moins. Laissez-moi au moins la chance de finir mon travail, là, et je serai encore avec vous pour vous aider. Même si officiellement je serai devenu un petit vieux et que je serai prêt à postuler pour mon chèque de vieillesse. Alors, merci. Le chien, la mascotte au premier rang? Oui, ils ont l'aide mascotte. Oui. D'avoir réussi à occuper les bureaux de service. Oui, je suis très satisfait. C'est une belle collaboration. On a d'abord contacté le service policier. Je regarde pas. Je regarde pas. C'est dans présent. C'est oui, combien de un party à double femme. Tout le monde que c'est la fête de mon avis. Ah, c'est la fête de mon avis. Non. Hey, on est chez moi. Allô, Caroline, ça va bien? Ça va? Hey, c'est toi. Allô? Ça va pas? Alors, nous commençons ensemble, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers amis, en ce matin, demandons au Seigneur de recevoir notre foi, et comme chrétiens, chrétiennes, de nous bénir et de nous accorder de vivre une heureuse saison, rempli de bonne pêche, rempli de paix, et que durant toute cette période, nous puissions avoir la sécurité qu'il nous faut et que nous vivions une saison heureuse. Demandons au Seigneur qui nous a confié l'univers, qui règne sur la création,
Lui qui a aussi donné l'intelligence à l'être humain de pouvoir fabriquer des bateaux de pêche, demandons au Seigneur de recevoir notre foi et de nous accompagner. Alors, on va dire ensemble notre profession de foi pour commencer. Parce que c'est avec notre foi que nous allons sur l'eau. Chers amis, il nous faut rendre grâce à Dieu et le bénir pour toute activité humaine qui témoigne de l'intelligence et de la sagesse qu'il a donnée aux humains. C'est par son génie inventif et par sa technique que l'être humain a su maîtriser la mer et la traverser. Alors notre prière et en même temps notre foi en cette matinée, c'est que Jésus soit tout le temps avec vous, pour veiller sur vous, pour vous protéger de tous les dangers que la mer pourrait représenter et surtout pour vous aider à faire des pêches heureuses. Même quand vous serez seul ou à deux sur la mer, n'oubliez pas qu'il y a tout un peuple qui vous supporte, qui vous soutient et qui vous porte dans la prière. Et surtout, n'oubliez pas que Dieu est avec vous, même quand vous êtes là-bas, seul sur la mer. Et maintenant, par le geste de l'eau bénite, nous allons recevoir la bénédiction de Dieu ensemble ici, avant de faire le tour éventuel des cages et des bateaux. L'eau est peut-être un peu froide. Ça va nous réveiller en même temps. Que Dieu Tout-Puissant vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que sa bénédiction vous accompagne partout où vous irez. Amen. Ouais. Pas noir, blanc, blanc, noir. Ça va maintenant? Portez-vous. Hein? La brume, ça pas éclairé? Si jeter la brume, ça n'a pas de sens. Qui est qu'à la limite, là? Jetez dans votre zone. Saison de pêche 2013, c'est la bonne. Alors, bon. Ah, ouais, avec Bourdon,